sauvé par sa victime. 18 février 1951, 2 heures du matin. Bien qu'on soit en pleine nuit, il fait encore très chaud dans la ville d'Escada, au Brésil. La taverne d'Henrique n'a pas désempli de la soirée. Toutes les catégories sociales s'y réunissent tous les soirs d'été pour écouter de la musique brésilienne. Il y a là de riches planteurs, de petites gens et même quelques mauvais garçons. À l'une des tables près de l'orchestre, un gros homme d'une 50aine d'années considère sa bouteille de cognac vide avec une surprise d'ivrogne. Il est habillé d'un pantalon et d'une chemise de la meilleure coupe. Il n'est pas difficile de deviner qu'il a les moyens. D'ailleurs, tout à l'heure, il a payé sa bouteille avec un gros billet et il a laissé un pourboire royal au garçon. L'homme secoue sa bouteille et tente vainement de faire tomber quelques gouttes dans son gosier. C'est vide. Après avoir poussé un juron, il se lève avec difficulté et se dirige en titubant vers la sortie. L'orchestre est en train de jouer une samba endiablée. Personne ne remarque que son voisin de table se lève à son tour et lui emboîte le pas. C'est un jeune homme de 25 ans, solidement bâti. Sa tenue plutôt misérable contraste avec celle de l'homme qu'il est en train de suivre. Bien que sa démarche soit apparemment nonchalante, il est en proie à un intense débat intérieur. Felipe, est-il en train de se dire. Un peu de courage, voyons. Bien sûr, jusque-là, ce n'était que des bricoles. Jamais de violence. C'était ta règle absolue. Mais tu n'as pas le droit de laisser passer cette occasion. Ce type-là est plein aux as. Et il vient de se siffler à lui tout seul une bouteille de cognac. Ah. Alors, dans l'état où il est, tu n'auras pas besoin de taper bien fort pour l'estourbir, juste un petit coup hop, sur le crâne pour achever le travail de l'alcool. C'est pas méchant. Et je te parie que demain, le gars ne se souviendra de rien. Devant lui, le riche consommateur avance en titubant. Il prend la direction de la campagne toute proche. Il fredonne d'une voix pâteuse une des mélodies de l'orchestre. Il ne faut pas perdre de temps. Le jeune homme s'exhorte une dernière fois. Là, dans ce chantier, prendre une brique. Maintenant, il faut y aller. En quelques enjambées, il rattrape l'homme. Il lève sa brique et frappe d'un coup sec. L'autre a un petit cri étonné et tombe lourdement la tête en avant. Le chemin de terre où il se trouve est désert, personne ne les a vus. Felipe se dépêche. Rapidement, il fait les poches de sa victime. Il lui subtilise son portefeuille. Sans oublier les cigares qu'il lui a vu fumer tout à l'heure. Fumer des Havanes. Mais c'est un plaisir qu'il ne s'est jamais offert. Le jeune homme s'éloigne rapidement. Il s'arrête, au bout de quelques minutes, quand il estime être en sécurité. Il se trouve devant un canal d'irrigation qui traverse une plantation de canne à sucre. Enfin un peu de fraîcheur. Felipe s'assied sur le bord du canal, allume son briquet et examine son butin. Le portefeuille de sa victime est moins bien gardi qu'il ne l'espérait. 700 cruzeros. Mais c'est déjà une somme appréciable. Il n'aura pas à travailler pendant un mois. Décidément, c'est une bonne soirée. Et il convient de la terminer dignement. Le jeune homme donc sort un cigare, un Havane, l'allume et en tire une longue bouffée avec délice. C'est alors que se produit l'incroyable. Felipe voit un immense éclair et en même temps qu'il ressent une violente douleur derrière la tête. Il a un petit cri étonné et il tombe lourdement devant lui, comme sa victime précédemment. Quand il se réveille, le jour est déjà haut. Il fait très chaud. Il ne doit pas être loin de midi.
Dans son esprit, tout est tellement confus qu'il ne se rappelle même pas où il est. Peu à peu, cependant, la notion de son identité lui revient. Da Silva. Oui, c'est cela. Felipe da Silva. Mais que fait-il par terre devant ce canal d'irrigation en face d'une plantation de canne à sucre? Voyons, se demande-t-il. Comment suis-je arrivé là et pourquoi? Il tente de faire un effort, mais une terrible migraine l'en empêche. Il se passe lentement la main derrière le crâne. Il sent une forte plaie. Ses cheveux sont tout poisseux de sang. Alors, peu à peu, les souvenirs commencent à lui revenir et la vérité aussi. Il se met à dire à haute voix: « Non, c'est pas vrai! On ne m'a pas fait le même coup !» Fébrilement, il met la main à sa poche et si, c'est vrai, l'argent a disparu en même temps que les havanes. Le malheureux da Silva comprend peu à peu son infortune. Un troisième larron est sorti derrière lui. Il a attendu qu'il dépouille le consommateur et il l'a frappé. C'est lui maintenant qui a l'argent et les cigares. La tête douloureuse, Felipe da Silva se relève. Il prononce avec un sourire amer: « Et dire que je ne peux même pas porter plainte !» Non, il ne peut pas porter plainte. Mais le consommateur, lui, a dû le faire. Et si on le trouve là, il aura bien du mal à expliquer sa présence. Il se lève péniblement. Il s'avance d'un pas mal assuré sur le chemin qu'il avait emprunté la nuit dernière, et il n'a que le temps de se jeter dans un buisson. À quelques dizaines de mètres de lui, viennent d'apparaître des gendarmes. Ils sont escortés par quelques hommes, des paysans, qui semblent les conduire. Accroupi derrière les feuillages, il les voit passer juste devant lui. Un homme désigne aux gendarmes l'endroit qu'ils viennent quitter. Il était là. Le petit groupe s'engage en contrebas, près du canal d'irrigation, où il a été victime de son agression. Felipe da Silva ne tarde pas pour savoir si la police vient le secourir ou l'arrêter. En grimaçant de douleur, il s'enfuit sur le chemin écrasé de soleil. Il n'est pas prêt d'oublier cette soirée. Dans le fond, cela lui apprendra. Pour la première fois qu'il s'est décidé à employer la violence, on lui a rendu la monnaie de sa pièce. Felipe se jure bien que c'est fini. Désormais, il en reviendra à ses petits vols sans envergure, mais sans grand risque. Il doit même commencer tout de suite, car il ne lui reste pas un sou en poche. Mais 1954. 3 ans ont passé depuis la soirée à la taverne d'Enrique. Mais pour l'instant, Felipe da Silva n'y pense pas. Il a bien d'autres choses en tête. Dans quelques heures, il sera au Venezuela. L'existence semble enfin lui sourire. Car après une succession de vols sans importance, il vient de réussir un gros coup. Cette villa d'Escada. Il l'a surveillée pendant des semaines. Il a étudié les habitudes de ses occupants minutieusement et il a opéré à une heure où il était sûr d'être tranquille. Le résultat était conforme à ses espérances. 15 000 cruzeros, une fortune pour lui. Jamais il n'a eu autant d'argent. Alors il serait trop bête de se faire prendre maintenant. Il va se mettre au vert quelque temps. Par l'intermédiaire d'un de ses amis, il s'est procuré un faux passeport et il vole à présent vers le Venezuela. Quelques heures plus tard, son avion atterrit à Caracas. Felipe da Silva tend à la police son passeport au nom de Simon Romero. Mais le fonctionnaire ne lui rend pas tout de suite. Au contraire, il le dévisage, prend son téléphone et prononce quelques mots à voix basse. Felipe n'a pas longtemps à attendre. 1 minute plus tard, plusieurs policiers vénézuéliens l'entourent. L'un d'eux lui dit brièvement: « Felipe da Silva, nous avons un mandat international contre vous. » Felipe
tente sans grande conviction de protester. « Vous faites erreur, je m'appelle Romero. » Le policier rétorque en lui passant les menottes. « Nous allons voir avec vos empreintes, Interpol nous a transmis. Celle de Da Silva, accompagnée de sa photo, qui vous ressemble étrangement d'ailleurs. Da Silva s'est rendu coupable d'un vol à Escada. La police brésilienne l'a identifié justement grâce aux empreintes qu'il a laissées. » Felipe Da Silva ne réplique que rien. Décidément, il n'est pas doué comme malfaiteur. Il aurait dû en rester au vol à l'étalage. Dès qu'il a voulu aller plus loin et employer la violence, comme lors de la nuit du février 1951, ou faire un cambriolage d'envergure, il y a toujours eu un imprévu. Extradé, quelque temps après, Felipe Da Silva est ramené à Escada, jugé et condamné à 6 ans de prison. Et c'est à partir de ce moment que son histoire, somme toute banale dans ce Brésil du Nord-Est, où la misère et la délinquance sont des réalités de tous les jours, va véritablement sortir de l'ordinaire. 6 ans. 6 ans. C'est ce que se répète Da Silva en pénétrant dans sa cellule de la prison de Recife, capitale de la province. À l'intérieur, il y a un autre prisonnier, à peu près de son âge. C'est tout juste s'il lui accorde un regard. Il se laisse tomber sur sa paillasse en soupirant. Son compagnon va vers lui. « Salut, je m'appelle José Simao. Et toi ?»« Felipe, » dit son nom. L'autre lui tape sur l'épaule. « Allez, fais pas cette tête-là. Bien sûr que c'est dur au début, mais on s'y fait, tu verras. Tu en as pris pour combien ? 6 ans. Et moi 15, pour meurtre. J'en avais déjà fait 3. Il m'en reste 12. Tu vois, ça fait le double. Tu viens d'où ? Felipe répond d'une voix faible. Escada. Le visage de son compagnon s'illumine. C'est pas vrai. Moi aussi. Peut-être quel quartier ? Les collines. Cette fois, le nommé José Simao exulte. Mais moi aussi, je suis des collines. Et pendant des minutes entières, ils énumèrent leurs connaissances communes. Bien qu'ils ne se soient jamais vus, ils ont vécu sans le savoir tout près l'un de l'autre. Du coup, Felipe voit s'envoler tout son cafard. Retrouver quelqu'un de son quartier, c'est incroyable, c'est inespéré. Ah, ils vont en avoir des choses à se dire pendant 6 ans. Les effusions passées, il s'inquiète de savoir ce qu'a fait donc José Simao. « T'es là pour meurtre, tu m'as dit. Qu'est-ce qui s'est passé ?» José hoche la tête avec un soupir. « M'en parle pas. J'ai assommé un gars pour lui faire les poches, mais j'ai tapé un peu fort. » Felipe Da Silva fait la grimace. Tout cela lui rappelle un désagréable souvenir. Son compagnon continue son récit. « Je sortais de la taverne d'Enrique. J'avais dû boire un peu trop. J'aurais pas dû. Sans quoi, j'aurais pas tapé si fort. Hé, Philippe, pourquoi tu fais cette tête-là ? Tu ne te sens pas bien, Felipe ?» Felipe Da Silva, la gorge nouée, lui fait un geste. « Si, continue. » Ça se passait quand ? Un peu surpris par le ton de son camarade, José Simao explique. C'était en février 1951, le 18 si je me souviens. Je sortais de la taverne quand j'ai vu 2 types passer. Celui qui marchait devant avait l'air complètement saoul. Je les ai suivis, je ne sais pas trop pourquoi. Et alors, tiens-toi bien, le 2e type a sauté sur le premier, l'a assommé et lui a pris tout son fric. Alors moi, je l'ai suivi à mon tour et je lui ai fait le même coup. Malheureusement, je me suis fait prendre presque tout de suite. Et, manque de chance, j'ai appris que j'avais tué le gars. Les témoins qui l'ont découvert ont dit qu'il était mort. Pourtant, quand les gendarmes sont arrivés, ils n'ont pas trouvé le corps. Ils ont conclu qu'il avait glissé dans le canal. Et moi, j'ai
inculpé de 15 ans pour meurtre. José Simao ne comprend pas pourquoi Felipe se met tout à coup à éclater de rire. « C'était donc toi ! Mais ça ne fait rien, je ne t'en veux pas. Tu es sauvé, José. Tu m'entends? Sauvé. » Quelques jours plus tard, le commissaire d'Escada est devant Felipe da Silva dans le bureau du directeur de la prison. « Da Silva, j'ai reçu votre lettre et je vous interroge parce que je dois faire mon devoir. Mais entre nous, je ne crois pas un mot de votre histoire. Vous retrouvez dans votre cellule un ami à vous, il vous apprend qu'il a été condamné pour meurtre et qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Or, vous lui proposez de dire que c'était vous la victime. » Le commissaire le regarde sans indulgence. « C'est normal, entre mauvais garçons, il faut s'entraider. J'ai bien envie de demander contre vous une inculpation de faux témoignages. » Le malheureux da Silva pâlit. Il était tout en joie de réparer l'injustice commise contre José Simao. À aucun moment, il n'avait imaginé qu'on ne le croirait pas. Le commissaire continue son discours d'une voix sèche. « C'est une preuve que j'attends de vous, da Silva. Et inutile de me raconter les circonstances de l'agression. Bien entendu, votre camarade vous a mis au courant de tous les détails. » Felipe da Silva est désemparé. Il se passe douloureusement la main sur la tête et brusquement son visage s'illumine. La voilà la preuve. Il a mis des semaines à se remettre du coup de José. Il montre son crâne au policier. « Elle est là, ma preuve, monsieur le commissaire. Vous pouvez la toucher. » Cette fois, le commissaire d'Escada est ébranlé. Il n'a pas oublié que l'affaire Simao avait fait du bruit dans l'opinion à l'époque. Ses avocats avaient fait valoir qu'on ne pouvait pas condamner quelqu'un pour meurtre sans cadavre. Et le verdict avait soulevé beaucoup de critiques. Felipe da Silva a passé radiographie sur radiographie. Les conclusions des médecins ont été claires. La bosse qu'il portait sur la tête pouvait fort bien avoir été provoquée par un tuyau de plomb, l'arme employée par José Simao, et remontée à 3 ans. Bien sûr, ce n'était pas une preuve formelle, mais le procès a été cassé et les nouveaux juges ont décidé que le doute devait profiter à l'accusé. Ils ont ordonné la mise en liberté immédiate de José Simao. José Simao, qui restera dans les archives policières un cas peu ordinaire. Un meurtrier sauvé par sa victime.